Et bien bonjour à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui on va parler de flux, ou flux, ou flux, ou en fait j'en sais rien. Aux États-Unis ils l'appellent flux, hein. Bon. Moi aujourd'hui je vais l'appeler flux. Une petit sondage qui pratique régulièrement du flux, qui utilise flux régulièrement. Ok, d'accord. Qui connaît bien ou juste à tester? Ok, d'accord. Et qui connaît pas du tout? Ok, bon, parfait. On va essayer de faire plaisir un peu à tout le monde, hein. Je vais expliquer surtout les concepts et ce qui compose flux. Et puis à la fin, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin, un petit peu plus loin que l'implémentation qui est proposée ici. Alors un petit mot sur moi quand même, moi je suis Thomas Belin, donc je suis développeur front-end chez DouYouBuzz depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Vous pouvez me retrouver sur Twitter à Thomercé, et je blogue un petit peu quand je peux sur thomasbelin.fr. Alors pourquoi je peux vous parler de flux aujourd'hui, parce que DouYouBuzz on fait pas trop ça, on fait plus du Angular. Et la réponse c'est Side Project. Un projet qui me tient un peu à cœur, donc j'ai été un peu plus loin que juste le tuto de flux et je me suis vraiment posé la question de l'intérêt de flux et j'aimerais le partager avec vous aujourd'hui. Un petit mot sur la popularité de flux. Donc flux c'est sorti début 2013, enfin mi-2013, début 2015, 2014, putain qu'est-ce que je raconte. Et puis ça évolue assez vite, alors bon, là j'en vois pas mal qui trépignent en disant bon ça sert à rien de ficher un graphe Google Trends parce qu'il n'y a pas d'axe désordonné. Et vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que je l'ai comparé à un résultat qu'on connaît tous très bien, le camembert. Bon, ok. J'avoue, j'avais cette idée-là en tête, je voulais faire, et puis en fait, j'ai essayé avec plein de trucs, il n'y a rien qui est bon. Enfin, les résultats sont complètement ne servent à rien. Mais je vous ai quand même laissé celui-là parce que il y a un truc hyper intéressant là-dessus, c'est qu'à tous les décembre, il y a un pic incroyable de recherche du camembert. Vous pourrez aller voir sur Google Trends, hein, c'est vrai. Et honnêtement, je sais pas pourquoi, parce que moi j'ai plutôt tendance à chercher camembert en été quand je fais des barbecues. Mais il faut croire qu'en hiver, c'est assez impressionnant. Tu achètes le camembert sur internet, Non, un vrai mot sur la popularité de flux, c'est surtout le nombre d'implémentations qui sont faites de flux. Il y a cette page qui est excellente, cette issue GitHub qui explique quelle implémentation de flux utiliser. Il y en a 12 actuellement sur cette page, c'est les 12 principales qui ressortent. 12 c'est déjà beaucoup, hein. Avec deux implémentations qui sortent un peu leur épingle du jeu. C'est évidemment Flux by Facebook, ça c'est leur implémentation officielle du truc. Et on a Redux qui est là, qui est juste derrière, qui est relativement récent mais qui rattrape assez rapidement Flux by Facebook. Là si vous regardez sur ce graphe là, Flux by Facebook a 160 KDL par mois et Redux on a 150. Donc on est vraiment, il est vraiment en train de rattraper Flux. Ok, alors quel problème résout Flux? Donc là, ce que je vais vous présenter ici, c'est la petite histoire que Facebook raconte pour justifier de pourquoi ils ont créé Flux. Cette histoire, elle commence avec le chat. Donc le chat de Facebook, je pense que vous le connaissez tous, hein, c'est ce petit panel en bas à droite. Initialement, quand ils l'ont sorti, c'était que ce petit panel. Donc ils étaient plutôt en MVC, et à l'époque, le code qui gérait ce chat, c'est le code un peu le plus simple qu'on puisse utiliser. Quand le contrôleur reçoit un nouveau message, il récupère le petit panel qui correspond à la conversation du message, et puis il ajoute ça à la fin. Bon, somme toute classique, hein, pas trop de difficultés là-dessus. Puis est arrivée la barre de notif en haut, avec ce petit compteur qui vous explique, qui vous montre combien de messages non lus vous avez. Et c'est là où les problèmes commencent un petit peu. Puisque vous allez devoir, le code de votre contrôleur, donc si le contrôleur c'est le chat contrôleur par exemple, le code va augmenter un peu en fonction des cas. Donc par exemple quand on reçoit un nouveau message, donc on retrouve le code qu'on avait au début, hein, et la petite notif on l'incrémente de 1, et si jamais le panel a le focus, la petite notif on la décrémente de 1 parce que ce 1 ne servait à rien. Le chat a encore évolué et on a eu la vraie page de chat, donc dédiée à ça. Donc une troisième façon de visualiser la même information.
Et là, le code se complexifie encore, on commence à rentrer dans ce qu'on pourrait appeler du code spaghetti. Alors bien sûr, là c'est qu'une seule méthode du contrôleur, il faut imaginer que toutes les interactions avec toutes les vues de votre chat font quelque chose sur ce contrôleur-là. Donc là, le principe est un peu le même, hein. Si la page de chat actuelle est celle du message arrivant, alors on append à la fin. Et si le petit panel a le focus et que la page qui est actuellement affichée est celle du message arrivé, alors on décrémente la petite notif. Bon, on s'en rend bien compte là, si on rajoute encore un nouveau composant, ça va être horrible, il va falloir une espèce de produit cartésien entre le nombre de composants et le nombre d'actions qu'ils effectuent. Et du coup, ça a valu à Facebook ça beaucoup de retours au support qui leur disaient s'il vous plaît, corrigez ce chat, c'est horrible, j'en ai marre d'avoir cette notif là-haut qui me dit que j'ai toujours un truc alors qu'en fait il n'y a rien. Et il y avait beaucoup de cas à traiter. Donc, voilà, pour schématiser un peu le MVC classique, là avec ce qui se passe, donc on a une action qui arrive sur le contrôleur, qui met à jour les différentes vues. Bon là je ne l'ai pas mis dans le code mais qui met à jour bien sûr le modèle. Et ensuite il y a plein d'interactions, il y a plein de discussions courtes en fait entre les vues et le contrôleur. La réponse de Facebook à ça, ça a été deux choses, ça a été React, qui sont les view controllers. Donc en gros c'est l'idée de cette fois-ci réunir les vues et le contrôleur ensemble, de plus avoir un contrôleur qui peut potentiellement gérer plusieurs vues. Et Flux, qui est en fait une architecture d'application, donc c'est un concept, hein, c'est pas du code. Et on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, mais d'abord un tout petit mot sur la documentation de Flux, parce que si jamais vous commencez par là, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui vont commencer par là. Elle m'a beaucoup perturbé cette documentation, et je vous avoue que j'ai mis du temps à réellement comprendre ce qui m'avait perturbé sur la doc. En fait, le problème vient d'ici. Là, dans ces deux parties-là de la doc, on parle du concept de flux. Parce qu'encore une fois, flux, il y en a plein d'implémentations, mais c'est vraiment une idée d'architecture d'application. Donc ces deux parties-là, en fait, vous réimplémentez entièrement un flux, une implémentation de flux, mais dans la doc. Alors, si je trouve cette idée géniale, c'est très didacticiel, vous comprenez exactement ce à quoi vous touchez, c'est un peu confus de l'avoir mis au même endroit que la documentation qui parle du code sur GitHub. Ça fait un peu moins spontané d'aller derrière. Donc en fait, dans ces deux parties-là, dans cette partie-là, en fait, on nous parle de l'implémentation Facebook, Flux by Facebook, que vous trouvez linké ici. Le souci de ça, c'est que quand vous recherchez, donc vous lisez à la limite ces deux parties, mais quand vous recherchez dans Google une question particulière sur Flux et que vous tombez sur l'une ou l'autre des sections, vous n'allez pas du tout avoir le même type de code de chaque côté. Par exemple, d'un côté, donc ça c'est du côté où il réimplémente Flux dans la doc, vous allez avoir un code qui ressemble à ça, on vous dit qu'un store c'est un assign du prototype de l'event emitter plus votre code. Et de l'autre côté, donc du côté de la doc de GitHub, on vous dit qu'un store ça étant un flux store. Et quand vous êtes d'un côté ou de l'autre, vous vous dites qu'est-ce que c'est le flux store, pourquoi ils n'en parlent pas dans la doc, qu'est-ce que ça vient foutre là. Donc j'avoue que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. J'imagine que si moi j'ai mis beaucoup de temps, il est possible que d'autres soient aussi perturbés par cette doc. Mais qu'on soit d'accord, je trouve l'idée de réimplémenter flux dans la doc génial, quoi. Un truc un peu mieux qui aurait pu être fait, c'était de mettre la doc du GitHub juste dans le GitHub de flux. Je pense que ça aurait permis de bien voir la différence. Allez, on rentre un peu dedans. Du coup, flux, c'est si on pensait nos applications autrement. Donc nos applications front-end, bien sûr. Et ça se décompose comme ça. En gros, vous allez avoir 4 composants principaux dans une application de flux. Des actions, un dispatcher, un store et bien sûr des vues, hein, puisque c'est ce qu'on veut au final. C'est afficher des vues à l'utilisateur. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est carrément de réimplémenter flux ensemble, en fait, dans les slides. Et pour vous prouver que flux c'est hyper simple, j'ai le challenge il n'y aura pas plus de 13 lignes de code sur une slide. Bon, je vous avoue que le challenge, je les ai préparés les slides, donc je sais qu'il n'y en a pas plus que 13. Mais voilà, c'est pour vous prouver que c'est vraiment hyper simple. Ok, alors commençons. Les actions. Les actions, c'est le point d'entrée de votre application, c'est en fait tout ce qui se passe sur votre application.
on va distinguer un peu deux différents types dans les actions. Il y a les actions, désolé, c'est juste une chaîne de caractères qui va décrire ce qui s'est passé sur l'application. En fait, il faut voir une action, donc le premier type, comme un événement. En fait, il s'est passé ceci, le user s'est logué, le serveur a envoyé des to-do. Ouais, petite parenthèse, je vais prendre comme exemple la fameuse to-do app. Je suis désolé, c'est pas très clair, mais en fait, disons que ça couvre pas tout, mais elle est vachement bien pour illustrer le principe. Donc les actions. Et les créateurs d'actions, cette fois-ci, c'est une fonction, en fait, dont le seul rôle est de dispatcher une action. Alors on va l'appeler événement, ce sera mieux quand même. Hein. Facebook les appelle actions, mais j'aime bien les appeler événements, qui va dispatcher un événement auprès de tout le reste de l'application. Donc, vos actions, par exemple, c'est juste ça. C'est un objet qui contient des constantes, qui décrivent ce qui s'est passé sur l'application. Donc, par exemple, on a reçu des to-do, un to-do a été ajouté par l'utilisateur, les to-do ont été sauvés auprès du serveur, le user s'est logué. En fait, vraiment tout. Ce qui est agréable avec ça, c'est que quand vous ouvrez ce fichier-là, si vous débarquez sur un nouveau projet flux, vous ouvrez ce fichier-là, vous savez exactement tout ce que l'appli fait. Juste en textuel, comme ça, vous savez exactement ce qu'elle fait et à peu près comment elle fonctionne. Un créateur d'action, ça va par exemple être ça, donc un truc vraiment, là on est sur du tout con. Hein. Par exemple, là on va avoir un ensemble d'actions qui s'appliquent au to-do, avec une fonction, une action ajoutée, un to-do dans la liste des to-do. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste dispatcher, donc appeler le dispatcher, qu'on va voir juste après, et dispatcher un événement en mettant en paramètre, voilà le to-do qui a été rajouté dans l'appli. Point barre. Son rôle s'arrête là. Ensuite, oui, bon, un créateur d'action, vous l'utilisez dans vos vues. Hein. Bon, là, un petit exemple à la con, un bouton ajouter un to-do. Bon, c'est vraiment très con, il n'y a même pas de input pour dire ce que vous voulez mettre, hein. Ça rajoute un to-do empty. Mais voilà, vous cliquez, ça appelle les actions qu'on a vues juste avant, et ça vous ajoute un to-do dans la liste de vos to-do. Ok, le dispatcher, c'est en fait quasiment la seule chose que Flux vous fournit quand vous téléchargez le code sur GitHub. C'est quasiment que ça. En fait, vous avez ça, plus quelques helpers pour créer des stores, qu'on verra juste après. Et lui, c'est le hub central de l'application. Tous les événements passent par lui. Et il est juste là pour crier à toute l'application, « Hey les gars, il s'est passé ça, faites-en ce que vous voulez. Démerdez-vous, moi je veux pas savoir, je crie juste. » Et là, pour vous prouver que c'est vraiment hyper simple, je l'ai réimplémenté. Et un dispatcher, c'est que ça. C'est vraiment que ça. Alors, celui fourni par Facebook pense à beaucoup plus de cas. Hein. C'est vraiment une implémentation ultra simplissime. Mais en fait, c'est une méthode register qui permet d'ajouter un callback à la liste des callbacks qui seront appelés quand une action est déclenchée. Et une méthode dispatch qui prend des données en entrée et qui va boucler sur tous les callbacks et leur dire il s'est passé ça avec telle donnée, faites-en ce que vous voulez. Le dispatcher, c'est vraiment que ça. Les stores, là, ça devient un peu plus intéressant. C'est là où vous allez avoir votre gros code. C'est vraiment là où vivent tous vos modèles. C'est toutes les données de votre application, toutes les données métiers. Le code métier également est ici. Une chose très importante sur les stores, qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en fait, tout le contenu de tous vos stores représente l'état de l'application à un instant figé, un instant que j'ai appelé T ici. Ça vous permet, ça, par exemple, si vous arrivez à dumper tout ce qu'il y a dans vos stores à un certain instant de vie de votre application et que vous mettez ces données-là sur quelqu'un d'autre qui fait tourner votre application, qui fait tourner votre code, il va retrouver l'application dans l'état exact dans lequel vous l'aviez sur votre ordi. C'est très important aussi, et ça en découle, en fait, ils sont complètement synchrones. Il y a beaucoup de questions autour de ça. Si vous allez sur Stack Overflow, vous tapez flux Ajax, il y a à peu près tout le monde qui demande où est-ce que je fais mes requêtes Ajax dans mon application flux. Et la réponse, elle est pas dans les stores. Surtout pas dans les stores. C'est plutôt dans les actions. Alors pourquoi pas dans les stores? On va raisonner un peu par l'absurde pour se convaincre de ça. Donc on considère que ce qu'il y a dans un store, ça représente l'instant de l'application, l'état de l'application à l'instant T.
On considère que l'application passe d'un instant t à un instant t plus 1 quand une action est dispatchée. Ok, maintenant imaginons qu'une action soit dispatchée quelque part dans votre application, l'utilisateur clique sur un bouton, votre store reçoit l'action, et là déclenche une requête Ajax. Donc votre store est dans un certain état au moment où il déclenche la requête Ajax, et quand il reçoit le retour, il va mettre à jour vraisemblablement les données qu'il a reçues du serveur, sauf que votre application n'a pas changé d'état puisqu'il n'y a pas eu d'action qui a été dispatchée. Ce qui fait qu'à l'instant t plus 1, donc au moment où l'action du clic sur le bouton a été faite, votre application est dans un état, et puis le store change d'état sans que l'application ait changé d'état. Ça c'est la petite justification pour se convaincre qu'un store doit être complètement synchrone. Voilà, ça vous permet de mieux penser votre appli, de savoir que ce qu'il y a dans un store, ça ne bouge pas entre deux instants de votre appli. Ok, un petit store tout simple. Bon, j'avoue, j'ai un peu triché là. Vous voyez, j'ai mis en commentaire des méthodes qu'on devrait implémenter. Et ça faisait plus de 13 lignes si je les implémentais. Du coup, en fait, un store, c'est juste ça. Bah, là, vous avez un getter. Vous pouvez en avoir plusieurs, hein, potentiellement. Mon store qui gère les to-do, mon to-do store, il a une liste de to-do. Et quand on lui demande, bah, récupère-moi les to-do, il les file. Et c'est tout. Autre truc important à savoir avec les stores, c'est en fait, c'est un peu comme un modèle observable. Vous voyez, il y a les méthodes add-listener, remove-listener, emit-change. C'est-à-dire que des gens peuvent s'inscrire au changement de ce store-là. Par contre, il n'a pas de setter. Donc c'est pas tout à fait un modèle. Vous ne pouvez jamais, dans votre application, dire store flèche set flèche. Oh le PHP. Point set. Point 7, une valeur, c'est interdit. Vous n'avez pas ça. Alors à la place, comment vous faites pour mettre à jour un store? Eh bien vous vous enregistrez auprès du dispatcher. Donc le dispatcher qu'on a implémenté tout à l'heure, hein, qui boucle juste sur tous les callbacks enregistrés. Vous enregistrez un petit callback et vous répondez juste aux actions qui vous intéressent dans ce store-là. Par exemple, tout à l'heure on avait l'action user logged. Eh bien vous vous en foutez là ici. Ce store-là, il ne répondra pas à cette action, il ne fera rien s'il reçoit l'événement user log. Donc quand il reçoit un to-do, il ajoute, quand il reçoit les to-do du serveur, il ajoute ça dans sa liste de to-do, et quand un to-do est ajouté à la liste, et bien forcément il le push à la fin, et puis il émet un changement dans les deux cas, puisqu'il dit, bah là j'ai changé, donc tous ceux qui sont abonnés à moi, il va falloir faire quelque chose. Justement, ceux qui sont abonnés au store, c'est bien sûr les vues. Les vues, bah, est-ce que c'est la peine de préciser que c'est ce que voit l'utilisateur? Non, je pense pas. Alors, Flux distingue deux types de vues. On a des vues qui sont des containers. En fait, c'est toutes vos vues qui vont être reliées à un store et qui vont avoir un état interne. Donc elles sont stateful. Hein. Du coup, elles s'abonnent au changement d'un store et dès que le store est mis à jour, récupère les nouvelles données et se rend. Et les vues qui sont complètement stateless, qui ne font qu'afficher les propriétés qu'on leur file. Idéalement, dans une application flux, vous allez essayer de minimiser le nombre de containers, hein, qui sont stateful et donc un peu plus durs à débugger, et essayer au maximum d'utiliser des vues pures. Et c'est aussi elles qui bouclent la boucle, puisque c'est elles qui peuvent déclencher des actions. Hein. Quand l'utilisateur clique quelque part, elle déclenche une action. On est bon. Donc un exemple de petite vue qui est justement un container, donc là relié à un store. React, tout le monde est à peu près à l'aise avec. Ouais. Oui, non. Qui est à l'aise avec React? Ok. Bon, c'est pas du très grand React. Hein, là, c'est un petit composant qui va s'afficher de cette façon-là. Donc UL, LI, hein, ça va se rendre comme ça. Ce qui est important de noter, c'est que quand le composant se crée, on ajoute un listener auprès du store qui nous intéresse. On enregistre la méthode onChange. Quand on change, quand le store change, on met à jour notre état. Et ensuite, le render est appelé à chaque changement d'état. Il faudrait aussi mettre la méthode de component will unmount pour enlever ce listener et pas avoir de fuite de mémoire. Mais je l'ai pas mis. Et puis les vues pures, alors ça, c'est si vous connaissez un peu la dernière version de React, donc la 0.14, vous pouvez faire des vues qui sont en fait juste une fonction
qui prend en paramètre des propriétés et qui retourne du JSX. Donc juste un petit bout de faux HTML, pour ceux qui ne connaissent pas le JSX. Ça peut être une vue pure. Donc voilà, pour ce qui est des vues. Le schéma global, petite note sur ce schéma qui est très dommage, ce schéma n'est que sur GitHub. Vous ne trouvez pas, en tout cas pas depuis hier, hein, j'ai revérifié, vous ne trouvez pas ce schéma-là sur la doc officielle. Et ce qui est dommage avec ça, c'est que les gens ne se poseraient pas la question de où faire leur requête Ajax là, puisque c'est marqué, et c'est pas marqué dans la doc sur facebook.github.io. Donc voilà, bah, le schéma, je voulais expliquer, pas la peine de trop revenir dessus. J'aimerais bien faire un petit parallèle avec quelque chose que vous connaissez sûrement tous. Pour ça, voilà, donc ça c'est le schéma qui est fourni officiellement. Je vais remplacer un petit truc dedans. Et est-ce que vous voyez où je veux en venir? Bon, je le révèle. Ouais, en fait, c'est typiquement ce qui se passe sur un serveur, si vous y réfléchissez bien. Les actions, c'est en fait une requête HTTP. C'est exactement ça, c'est une chaîne de caractères qui identifie. Bon, alors c'est pas une comparaison one-to-one, hein, faites attention à ça quand même. Mais c'est exactement ce qui se passe quand vous envoyez une requête HTTP avec un body dedans. Et ben, en fait, sur votre application flux, vous envoyez une action avec du contenu. Le dispatcher, ça ressemble vaguement, c'est pas tout à fait pareil, hein, mais ça ressemble vaguement au routeur, donc qui va récupérer toutes les actions et les envoyer au bon endroit. Donc le dispatcher fait pas la même chose parce que lui il bazarde partout, alors que le routeur cible un contrôleur. Les contrôleurs, ça ressemble un peu au store, hein, ils interprètent les actions, modifient les données, et puis les vues, c'est le HTML que vous renvoyez au client et que le navigateur va interpréter. Et puis les vues, comme par hasard, elles peuvent éventuellement envoyer des requêtes HTTP. La boucle est bouclée. Bon, c'est vraiment c'est conceptuel, hein, c'est pas du tout officiel. C'est une intuition un peu que j'ai eue, mais que je trouve assez parlante en fait. Je m'en suis rendu compte en cours de développement, je trouve ça assez parlant, et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je trouve que c'est une bonne abstraction. Et en effet, on s'en rend compte, un côté serveur, on n'a pas trop de problème de scalabilité, hein, puisque on fait toujours la boucle complète, il n'y a pas de chemin court pour discuter avec un contrôleur de votre appli depuis le navigateur, hein. Heureusement qu'on ne peut pas faire ça. Mais du coup, toute votre appli fait la boucle complète à chaque fois qu'il y a une action. Et je trouve ça assez agréable. Ok, maintenant je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin. La sonnerie, vous inquiétez pas. J'ai vu ce truc-là en voyant un commentaire Stack Overflow. Malheureusement, j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Il y avait un mec qui décrivait une application flux comme ça. C'est juste une fonction qui prend un état, une action, et qui rend un état de 2. J'ai trouvé la façon de décrire une application flux comme ça géniale. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que là on peut vraiment aller plus loin et définir notre application flux comme une liste de reducers, donc de fonctions qui vont prendre en paramètre un état et une action, interpréter l'action qui a été envoyée et renvoyer un tout nouvel état à partir de ce qui s'est passé. Votre application, en fait, un peu à l'instar, je ne sais pas si vous avez déjà fait du Helm ou des jeux vidéo, c'est un peu ce qui se passe. En fait, vous avez une boucle qui va, dès qu'il se passe quelque chose, mettre à jour votre modèle, puis le rendre. Mais c'est deux états qui sont complètement séparés. Et là, on pourrait tout à fait faire ça. Donc, par exemple, la méthode update de votre application, ce serait juste une boucle sur tous vos reducers qui va prendre l'état de l'application à l'instant T, prendre l'action, modifier et passer ça à tous les reducers au fur et à mesure. Et vous retrouvez là, en retour de cette fonction update, vous avez le nouvel état à l'instant T, après que l'action se soit passée. Et votre application, ça se résume en fait à ça, hein, quand il y a une action sur l'appli, eh ben, on appelle la méthode update avec l'état actuel et l'action qui a été dispatchée par vos vues. Et on retourne la vue racine de votre appli avec comme propriété le nouvel état, et hop, elle rend tous ses enfants comme il faut. Vous avez votre appli qui est à jour juste avec ça, quoi. En fait, vous faites passer toutes vos actions ici et vous êtes bon.
Et si vous êtes un peu adepte de la programmation fonctionnelle et que vous codez ça bien, vous pouvez même faire de la programmation vraiment fonctionnelle. Et par exemple, un des avantages de ça, si je vous parle undo redo, eh ben, ça devient hyper simple à faire. Là j'ai repris un peu le code qu'on avait tout à l'heure, j'ai rajouté 2-3 trucs autour. Par exemple, un tableau qui garde en mémoire tous les états de votre application durant sa vie. L'état actuel qui est juste un index dans le tableau. Hein. Quand il se passe une action, on va mettre en mémoire l'état qui a été créé, le nouvel état. On va mettre à jour ça, on va rendre le truc. Ok. Maintenant on va faire du undo. Et bien tout ça, vous avez la méthode undo ici. Vous allez au state d'avant et vous re-rendez toute votre application à partir du state qui a été généré avant et gardé en mémoire. Alors bien sûr, gros warning, hein, ne faites pas ça comme ça. Ça c'est vraiment pour illustrer le principe et l'avantage de ça. Mais allez voir Redux, qui est en fait c'est exactement le concept de Redux. Redux, le nom vient de là d'ailleurs, c'est des reducers, hein, c'est des fonctions qui prennent en paramètre votre état et l'action qui a été créée et qui génère un tout nouvel état, donc en pure programmation fonctionnelle. Et bien écoutez, je vous remercie, merci de votre attention.